Ô et peuple de Côte d'Ivoire et d'ailleurs, je vous souhaite la bienvenue sur RTI 1. Merci de nous rejoindre pour votre matinale survitaminée, je dirais même multivitaminée Matin Bonheur qui s'installe dès à présent sur votre antenne. Bonjour chez vous, bonjour Marco. Bonjour Eva, bonjour à toutes, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être notre compagnie. Grand merci pour la fidélité concernant le deuxième jour de la semaine, bien sûr, et le deuxième jour de la saison également, en ce mardi 7 novembre 2017. Au sommaire de ce rendez-vous matinal, on aura bien sûr les fondamentaux, on va informer, on va sensibiliser, on va distraire, on va s'amuser avec le thème, la thématique de cette journée, bien sûr, le droit, parce que le mardi, c'est droit sur Matin Bonheur, avec un thème assez évocateur. On va parler des ouvrages publics, on va parler de responsabilité, on va parler un peu de tout ce qui entoure ce thème très important. Mais pour commencer, Eva, et si je vous emmenais faire un peu de gym? Bah, je suis toute... Ok, on dira ça comme ça, je suis d'accord. Vous pourrez tenir? Vous avez le souffle? Je vous suis, Marco. Allez, la gym, bienvenue à Matin Bonheur, réalisation Christelle Akoussa, rédaction en chef Kadi Fadiga, deux grandes sportives également. La preuve, regardez. Bonjour à tous, bonjour Eva, bonjour Marco. Alors, hier nous avons travaillé le haut du corps avec nos manches à balai. Aujourd'hui, nous allons travailler que le bas du corps avec tout ce qui est squat, tout ce qui est soulevé de terre. Vous allez avoir besoin pour ce faire de manches à balai. Je suis accompagné aujourd'hui de Cindy à ma droite et de Rosemary à ma gauche. Si vous êtes prêts chez vous, nous sommes prêts ici. Allez, top, c'est parti. On écarte les jambes, ok, au moins de la largeur des épaules. Et on descend là, on balaie, on pousse. On en fait 5. 1, 2, 3. Allez, on pousse. 4, 5. OK. Allez, on part step touch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, super. Allez, sans plus tarder, on prend nos manches à balai. Premier mouvement que je vous propose, les squats. Allez, on met les manches à balai au niveau des trapèzes. Là, on écarte les jambes. Déjà, les jambes sont un peu fléchies. Et on descend, on pousse le fessier bien vers l'arrière et on remonte là. Lorsqu'on remonte, léger coup de hanche. Allons-y. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, Cindy, on ouvre un peu les pieds. Voilà. Ne refermez surtout pas vos pieds chez vous à la maison. Sinon, vous vous mettez en danger. Il faut à chaque fois avoir les pieds à 11h05. Allez, on continue. 7, 8, 9, 10. Allez, encore 10. 1, super. 2, 3, 4. Le dos reste bien droit, Rosemary. 5, super. 6, 7, 8, 9, 10. Allez, on reste plus bas. Là. 1, 2, 3. Le dos bien droit. Fixez un point droit devant vous. Allez. 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5. Rosemary, on agrandit l'écart des pieds. 8, 9, 10. Allez, on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Courage. 7, 8. Merci au coach Fabrice. J'espère d'ailleurs que chez vous, vous n'hésitez pas à repousser tous les meubles qui seraient éventuellement gênants. Donc, table basse, table à manger, pourquoi pas, chaise que vous adonnez avec joie aux exercices qu'il vous propose chaque matin. Marco, vous le savez, le 31 octobre dernier, c'était la fête d'Halloween. Fête très controversée parce qu'à la base, c'est une fête folklorique et païenne. Et aujourd'hui, elle est célébrée un peu partout dans le monde, même dans nos pays africains. Alors qu'à la base, elle est originaire des îles anglo-celtes. Certains disent que c'est une fête qui célèbre les morts. Elle se déroule en effet à la veille de la fête chrétienne, cette fois de la Toussaint. Donc, il y a cette petite controverse autour. Doit-on la fêter? Ne doit-on pas la fêter? En tout cas, certains ne demandent pas notre avis. Ce sont des chiens
tout simplement, qui se font beaux pour la parade canine d'Halloween. That's his Instagram name. Good boy. Going on over here for two cowgirls, no force. Their puppy Lucy. Et pour rester toujours à New York, mesdames et messieurs, sachez qu'il y a des hôtels pour chiens, Eva, des hôtels pour chiens, des psychologues pour chiens. Il y a vraiment toute une industrie, mais très florissante hein, pour vraiment ceux qui sont dans la sphère canine. Est-ce que vous le saviez? Oui. Vous avez des chiens chez vous? Non, j'en ai eu un, mais il y a très longtemps. Alors, est-ce que vous, justement, vous seriez prêt à engager autant de frais pour votre chien, lui prendre un psychologue, lui louer une chambre d'hôtel, lui acheter même des vêtements, comme on l'a vu? Vous savez, dans une société qui est devenue de plus en plus individualiste, où on essaie de... Parfois, on parle hein, de l'éternelle fidélité des chiens. Ça peut pousser, pourquoi pas. Surtout si le salaire le permet. Voilà, justement. Mais bon, on n'a pas la chance d'avoir le salaire de Kadi Fadiga, ça l'énorme salaire. Au reportage qu'on avait vu sur la viande de chien qui était vendue. Bah oui, qu'ils avaient coupé l'appétit. Ici, voilà, justement. Donc, vous voulez qu'on le remette? Non, du tout. Vous voulez qu'on le remette? Dire que chacun fait ce qu'il veut de ses chiens, en fait. Mais moi, je vois Eva prendre soin, parce que Eva, la connaissant, vous serez capable de faire ça, vous? Pas jusque-là. Un blanchisseur pour le chien, le pressing. C'est vrai que le chien que j'avais, c'était un caniche nain que j'aimais bien habiller, etc. Mais bon, je pense que c'était plus la jeunesse. Moi, par contre, j'aime les Rottweiler, mais il paraît qu'ils sont trop dangereux, en tout cas. Ouais. En tout cas, merci d'être en notre compagnie. On salue aussi tous. Si vous avez des chiens à la maison, tout ça, on les salue aussi. Ce sont nos amis d'une certaine manière. Et surtout, eux, ils sont fidèles. Grande fidélité, plus que les hommes même parfois. Allez, on va parler maintenant fidélité à notre estomac. On va parler nourriture, on va manger. Allez, le petit-déj, c'est parti. Aujourd'hui, Eva, qu'est-ce qu'on mange? Première image, ce sera du pain, du lait, je pense bien, et puis bon, le pain accompagné d'œufs cuits, tout simplement des omelettes. Voilà, pour ce premier petit-déj proposé par Miss Soro qui nous envoie cette photo depuis Bingerville. Merci, excellent appétit à vous. Ça fait bien ça. On est tous passés par ce menu-là, ce menu matinal. Alors, deuxième image maintenant concernant le petit-déj. Nous avons... Waouh! Ça, c'est... On a beaucoup mangé ça hein, l'année passée. Comment ça s'appelle? Ah oui. Honnêtement, le nom... Jaune-jaune. Jaune-jaune, ouais. Oui. Jaune-jaune, avec... Maca. Avec vermicelle. C'est ça, non? Oui. C'est des vermicelles? C'est des vermicelles. C'est très bon, c'est bourratif, ça rappelle l'enfance. À l'époque, à l'école primaire à Béoumi, on mettait beaucoup de poudre dans le cou, une grosse pièce de 25. Et puis c'est très bon, en plus. Très, très bon. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on appelle ça jaune-jaune, on aurait pu appeler ça jaune tout court. Hein. Bah, c'est pour montrer un peu que quand on prend, on a envie de reprendre. Donc, ça fait 2 fois. Jaune, jaune. C'est très appétissant. Et on salue au passage hein, tous nos petits amis, tous ceux qui vont à l'école ce matin, on les salue. On leur fait de gros bisous. De quoi tâcher le cahier avec toute l'huile qu'on voit là-dedans. Alors là, nous avons une omelette. Oui. Des avocats et des ignames bouillis. Je vois depuis hier d'ailleurs des associations que je trouve personnellement étranges avec l'avocat. Hier c'était de la loco et de l'avocat, aujourd'hui de l'igname bouilli et de l'avocat. C'est la crise qui fait Non, mais moi je reste assez basique sur l'avocat, juste avec le pain. Certains mangent l'avocat mais avec de la tiéké, etc. Et là on voit avec de la banane bouillie. Vous avez déjà essayé? Avec de l'igname bouilli, pardon. Vous avez déjà essayé, Marco? Non, pas vraiment. Mais j'imagine que si c'est monnaie courante comme ça, c'est que franchement, ça fait du bien. Merci à vous et bon appétit. Merci. Et puis, on espère que vous allez toujours continuer à nous envoyer des photos de vos différents petits-déj. N'oubliez pas, hein, à travers nos différents sites, qui à tout moment peuvent s'inscrire sur votre petit écran parce que nous voulons que cette émission soit vraiment la vôtre, un genre de partage, interconnexion, tout ça. Voilà. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est la journée
du 7 novembre. Et cette journée, Eva, est consacrée, non pas Eva, Eva c'est tous les jours. Cette journée du 7 novembre est consacrée à l'écrivain africain. Belle coïncidence, surtout que hier, nous recevions le président des écrivains de Côte d'Ivoire pour évoquer avec lui la perte, grande perte donc d'une figure de proue, d'une plume alerte de notre pays, Regina Yaou. Exactement. Et pour parler donc de l'AECI, l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, il faut dire que c'est une structure associative littéraire de Côte d'Ivoire. Alors, elle a été créée le 31 août 1986 par la fusion de deux structures d'écrivains ivoiriens, l'Association des poètes de Côte d'Ivoire, l'APOSI, et l'Union des poètes et écrivains ivoiriens UPI. L'AECI vise à promouvoir la littérature ivoirienne ainsi qu'à protéger les intérêts professionnels et économiques des auteurs. Et Marco le disait hier, on a eu sur ce plateau M. Eti Maker qui en est le président depuis avril 2016. Absolument. Et puis n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que depuis 1992, à l'initiative de l'Association panafricaine des écrivains, PAWA, Pan-African Writers Association, parmi les pays qui participent de façon conséquente à cette journée, notons les efforts entrepris par le Sénégal avec son association nationale, l'AES, l'Association des écrivains sénégalais. Il y a beaucoup d'associations comme ça au niveau de notre continent qui fournit, il faut le rappeler, il ne faut pas en être complexé, un gros contingent de personnalités au niveau de l'écriture, tout ça. Et puis bon, clin d'œil aussi, parce que nous sommes dans un monde, dans un village planétaire. Il y a eu le Goncourt aussi qui a été décerné hier, le Goncourt et le Renaudot, qui sont deux récompenses très importantes de la littérature française. Exactement. Je n'ai plus le nom des lauréats, mais bon, enfin, ça va pas me revenir. Ça avant la fin. On va juste fouiller sur Google et puis vous les donner. Ce sera donc dans quelques instants. Bah oui. C'est pour ça que vous avez tout dans la tête, vous reteniez tout. Comprenez qu'en ce moment, j'ai beaucoup de choses dans la tête. Seulement dans la tête. Christelle Akoussa réalise cette émission avec toute l'équipe là-haut. Nous sommes très, très heureux d'être en votre compagnie. Dans quelques instants, on va parler techno parce que vous savez que le mardi, c'est techno avec notre invité. Nous parlerons bien sûr d'une évolution technologique. Mais avant, nous laissons donc notre réalisatrice qui a toujours un tour dans son sac. La preuve. Exclusif. Son cœur ne répondait plus et nous étions obligés de le réanimer. Vous pensez qu'elle pourra s'en sortir? Mais ça me fait tout plaisir de te voir, vraiment. On a beau se tenir à l'écart, les gens finissent toujours par vous mêler de leurs intrigues. Qu'est-ce que j'ai fait pour être si égoïste de toi? Tu vois, 50 000 pour une seule nuit. Mais c'était le mec à général. C'était le mec à personne. Depuis quand tu découches? Depuis que j'ai pris plaisir à découcher. Tu n'étais qu'un simple agent de la circulation quand je t'ai rencontré. Et pour me remercier, tu couches avec ma meilleure amie. Regardez se dévoiler toutes les intrigues de Babi. Moi, je t'ai toujours été fidèle. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Je maudis le jour où tu es rentré dans la vie de mon fils. Calme-toi, Claudie. La prochaine fois que je te croise, je t'écrase avec ma voiture. Tu m'entends? Intrigue à Babi, tous les dimanches à 20h50 sur RTI 1. Retour sur les matinales avec, bien sûr, dans quelques instants seulement, notre premier invité qui nous parlera donc d'un élément très important. On va essayer de garder un peu le suspense. Très important que vous côtoyez chaque jour quand vous devez effectuer un déplacement. On reviendra dessus sur l'histoire de cette technologie. Mais avant, Eva, nous avons un voyage à faire ensemble. Exactement. On va se rendre tout simplement à Angamancro pour découvrir ce qui suit tout simplement.
Oui, très bien, souci, on retournera à Angamancro dans pas longtemps. Juste le temps de vous rappeler, comme vous le savez, que tous les mardis, sur Matin Bonheur, à partir de 7 h, ce sera donc la thématique, et on parlera de droit. Et nous aurons le grand plaisir, le grand bonheur de le retrouver, un de nos hommes de droit les plus adorables. Les plus droits. Voilà, exactement. Il est avocat de son État. Alors, Maître Koneki Obien sera là. Il sera en notre compagnie pour parler de responsabilité administrative du fait des ouvrages publics. Et si vous avez des questions, bien évidemment, concernant ce thème, il faut vous rendre sur la page Facebook. C'est plus pratique que sur Insta ou sur Twitter. C'est beaucoup plus pratique pour poser vos questions. Le thème est déjà proposé depuis hier. D'ailleurs, n'hésitez pas, tous les jours, faire un tour. Vous allez voir des thèmes comme ça qui vont sûrement vous intéresser, qui vont sûrement vous interpeller. Et puis, à laisser une question que nous, on se fera un plaisir de relayer à notre invité qui sera en plateau. Alors, il est 6h11, mesdames et messieurs. Le temps est assez doux, très frais donc sur Abidjan depuis ce matin, avec de fortes possibilités pluvieuses en fin de période. Et je rappelle donc que dans l'ouest montagneux, on va assister à de fortes probabilités d'orage et de pluie. Mais dans l'ensemble, on aura une alternance soleil, pluie tout au long de cette journée. Dans quelques instants seulement, notre invité est en train donc de s'acheminer, venir ici avec lui. Nous parlerons bien sûr de techno. Il va falloir vous habituer à ce nouveau visage que nous parlera techno, Noël Kofi. Avec un thème assez important. Il peut venir s'installer. On fait comme voilà, c'est le matin, c'est la famille du matin. Pendant ce temps, le jingle techno. Et on le retrouve dans quelques instants. Bon, voilà, il n'y a pas de souci. Petit souci technique, c'est pas grave. On va le retrouver dans quelques instants seulement. Il est en train de s'habiller dans sa tenue pour passer à l'antenne. Avec le micro, bien sûr. On le recevra dans quelques instants. C'est M. Noël Kofi. Et avant, nous allons parler, bien sûr, de tout ce qui nous a touché à la rubrique techno. L'année passée, on a eu de bons thèmes. Exactement. Nous étions en compagnie de Lassina Ouattara qui s'occupait donc de cette chronique tous les mardis ici. On a parlé de pas mal de choses. Il avait un petit surnom qu'on ne va pas évoquer ici à l'antenne. Ça ne vaut pas la peine. Mais en tout cas, Lassina Ouattara nous a parlé de tellement de choses sur le monde connecté qui nous entoure de plus en plus. Les objets connectés, etc. Et puis, finalement, les nombreuses facilités et possibilités qui nous sont offertes par le monde du web de plus en plus digital. Et ça va continuer cette année avec M. Noël Kofi. Bonjour. Bonjour. Mais avant de saluer Eva, moi je suis très jaloux. Je vous arrête tout de suite. Jingle, on y va. Bonjour, monsieur. Bonjour, Marco. Kofi, comment ça va? Bien, ça va très bien. La pêche ce matin? Absolument. Bien mangé? Tout à fait. La famille va bien? Parfaitement. Merci. Super. Donc, normalement, vous devez nous faire une très bonne chronique. Aujourd'hui, vous allez nous parler de? Des phares d'automobile. Ah. Alors, quand on parle de technologie automobile, on s'attarde parfois sur les habitacles connectés, sur les caméras de recul, sur toutes les technologies innovantes à l'intérieur du véhicule. Mais on ne parle pas assez des phares de voiture, alors qu'il y a quand même beaucoup à dire, puisque c'est très important quand même. C'est très important pour éclairer, donc pour être vu et se faire voir. Et les phares sont désormais connectés? Les phares sont très innovants, donc déjà les technologies qui permettent d'améliorer l'éclairage. Les phares sont autonomes, les phares sont intelligents. Tout un tas de technologies qui permettent d'améliorer la visibilité pour le véhicule. Et surtout, les phares ont une histoire. Absolument, absolument. Donc cela part d'un historique. Au départ, les phares étaient simplement des lanternes. C'était simplement basé sur une combustion d'une bougie dans de l'huile, donnait simplement un éclairage très faible. Mais avec l'évolution, on a... C'était sur quel genre de voiture? C'est ce qu'on appelait les phares halogènes, c'est ça? Les phares halogènes sont venus après. Ah, mais tout au départ, il y avait d'abord la combustion d'une bougie, une simple bougie dans de l'huile. Donc le système était très simple. L'éclairage était vraiment très standard, très faible. Mais c'était les premiers véhicules carrément. Et ensuite? Ensuite, on a abouti à l'évolution peu à peu des véhicules avec la découverte notamment de l'ampoule halogène, à la découverte de l'ampoule, même l'ampoule électrique par Thomas Edison en 1879. Cela aboutit donc à l'ampoule électrique qu'on connaît aujourd'hui. Mais le premier système, la véritable révolution, est intervenue pratiquement 50 ans après, avec l'ampoule halogène notamment. Donc c'est une ampoule qui est reconnaissable assez facilement, avec son culot, son petit culot gris, et puis le petit système en bas qui se branche au véhicule. Alors, ce système a permis d'améliorer l'éclairage des véhicules avec notamment un éclairage plus performant qui allait jusqu'à 150 mètres. Malheureusement,
Est-ce qu'on peut avoir les images, voilà, les images des phares? Oui, ça, Voilà, là, on passe à la technologie au xénon. Après, donc, l'ampoule électrique, l'ampoule halogène, on passe au phare au xénon. Malheureusement, ce phare est très cher à fabriquer compte tenu de la rareté du gaz xénon. Mais l'éclairage est beaucoup plus puissant également qu'un éclairage halogène. Et on le retrouve, c'est un effet un peu bleuté. Vous voyez certaines voitures avec un effet bleuté et tout. Après, on a la technologie LED, donc ça vient améliorer. Avec les LED, c'est pratiquement ce qu'on voit sur les véhicules d'aujourd'hui. Des phares beaucoup plus puissants, des LED qui s'allument progressivement. Ensuite, on passe au phare directionnel. Ce phare intègre des moteurs à l'intérieur, donc le phare n'est plus figé. Il éclaire carrément le virage qu'on emprunte, exactement le parcours. Donc ces phares sont dynamiques, ils permettent d'améliorer la qualité de circulation, la visibilité du véhicule également. Mais par rapport à la réglementation, surtout dans nos pays en voie de développement, parfois il y a des couleurs de phares qu'on interdisait, c'est pas les jaunes, les blancs, bon, il y a des soucis. Il y a du souci aussi à ce niveau. Est-ce que c'est réglé maintenant? Est-ce que c'est planifié? Est-ce que c'est clair comme la lumière? Absolument, alors c'est bien dit. Donc la réglementation a imposé carrément des phares blancs. À l'origine, les Français, surtout après la guerre mondiale, ont décidé de développer des phares jaunes pour faire la distinction entre leur production et la production des autres pays. Donc là, c'était les phares jaunes. Certes, c'est encore disponible sur le marché, mais l'évolution et l'homologation, surtout en Europe, a imposé le phare blanc pour tout le monde. Donc les véhicules qu'on voit aujourd'hui ont surtout des phares blancs. Certes, il y a encore des véhicules d'avant qui ont encore des phares jaunes, mais on passe aujourd'hui aux phares blancs et on passe aux phares LED et de nouvelles technologies qui sont développées pour les phares notamment. Très bien. Alors, il faut savoir qu'il existe de nombreux types de feux, on va dire, sur les voitures, qui constituent les phares. Il y a les feux de croisement, les feux de route, des feux de brouillard. Ici, on a l'impression qu'on ne sait pas trop comment les utiliser. Bon, il faut revoir son code de la route tout simplement pour savoir comment utiliser de façon efficace et efficiente les feux que vous avez sur vos différents véhicules, les phares que vous avez. Parce que quand il pleut, par exemple, il y a des feux qu'on doit activer. Il faut éviter de mettre, je ne sais pas comment il s'appelle celui-là d'ailleurs, qui éblouit fortement, là, le code phare, voilà. Oui. Et quand on a ce genre de véhicule-là juste derrière nous, on ne voit plus rien dans les rétroviseurs. Et c'est très désagréable. Donc, il faut être très attentif au code de la route. Alors, c'est très bien dit. Et justement, des technologies innovantes permettent désormais d'adapter l'éclairage en fonction de la zone où on circule. Alors, c'est fait automatiquement, le phare est entièrement autonome. Les phares intensifient l'éclairage lorsqu'il n'y a pas d'obstacle devant. Alors, c'est un système qui est très ingénieux, qui fonctionne avec une caméra et de très nombreux capteurs. Donc, ces capteurs-là analysent la route et analysent les obstacles qui sont devant. Et l'adaptation se fait entièrement automatiquement. Donc, le phare est de plus en plus lumineux lorsqu'il n'y a pas d'obstacle. Quand il y a un obstacle, le phare est réduit. Donc, l'intervention du chauffeur, il n'a juste qu'à se concentrer sur la circulation et il conduit tranquillement. Donc, ces systèmes sont automatisés aujourd'hui et c'est intégré dans de nombreux phares qui sont disponibles sur le marché. Est-ce que les phares travaillent plus en Europe qu'en Afrique par rapport au côté multiforme des saisons? En hiver, les jours sont plus longs. Voilà, vous voyez un peu. Effectivement. C'est vrai que les réalités de l'Europe sont très différentes des réalités de l'Afrique. Donc ici, là-bas, il y a beaucoup plus d'intempéries. Donc les phares s'adaptent également. Mais il faut dire que l'objectif principal, c'est améliorer la visibilité du véhicule. Donc, que ce soit par temps de pluie, par temps de neige, qu'il pleuve. Donc, les phares restent lumineux, permettent d'être mieux vus et ils s'adaptent vraiment à toute situation qu'on traverse. Et demain? Les phares de demain? Alors, les phares de demain, c'est vraiment des technologies très innovantes. On a notamment le phare Matrix LED, le phare Matrix OLED. Donc, ce sont des technologies qui vont venir, qui vont permettre de faire des phares en 3D. On va sentir un effet profondeur. On va passer, vous voyez, la technologie OLED, par exemple, c'est la même technologie qui est utilisée sur nos téléviseurs aujourd'hui. Le téléviseur écran plat. Donc, cela permettra d'afficher du contenu pour le conducteur qui est à l'arrière. On pourra notamment lui préciser que devant, il y a un obstacle, que devant, il doit réduire la vitesse. Est-ce que ça ne risque pas de plus perturber l'attention du conducteur qu'autre chose? Je pense qu'on va envisager carrément un toilettage des textes au niveau du code de la route pour adapter ces informations-là lorsqu'on passe son permis, par exemple. Donc, ces informations seront données. Pour des personnes comme ma voisine, sans la citer, qui, pendant qu'elles sont au volant, font en même temps Snapchat. Là, non, ça j'ai arrêté. Les phares, non, c'est pas un bon exemple. Vous avez arrêté? Depuis l'année dernière. Vous avez arrêté? Oui, j'ai arrêté les Snapchat depuis l'année dernière. Mais donc, vous savez, on va passer à des phares de plus en plus intelligents, c'est ça? Tout à fait, c'est tout à fait cela. Donc, des technologies très innovantes sont intégrées aux phares et améliorent notamment la visibilité, améliorent également l'automatisme. Donc, la présence du chauffeur, il n'a juste qu'à se concentrer sur sa conduite et le phare s'adapte à l'environnement qui l'entoure.
Ok, ça c'est bien ça. C'est bien parce que ça participe à la sécurité. C'est le volet très important. Il faut souligner, ça participe de la sécurité des automobilistes et ça fait moins de morts sur les routes, surtout que les chiffres dans certains pays européens étaient en hausse. Donc on espère que, et sans oublier bien sûr les pays en voie de développement. En définitive, qu'est-ce qu'on doit retenir de l'histoire des phares, M. Kofi? Alors les phares ont une très belle évolution. Ils sont partis d'abord des phares standards, donc ça veut dire juste une lanterne avec la bougie et l'huile. On a abouti peu à peu aux phares au xénon, aux phares LED, aujourd'hui aux phares Matrix OLED. Donc cette technologie est très innovante, il y a de très nombreuses améliorations. Je pense que grosso modo, on peut retenir que l'avenir sera très bien éclairé. Alors, c'est des technologies qui sont très innovantes, qui sont adaptées, qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché. C'est vraiment les phares du futur. Tout à fait. No comment. Vous avez quelque chose à ajouter Non, mais on se rend compte que depuis l'année dernière, je le disais avec Lassina Ouattara, que les objets autour de nous sont de plus en plus connectés. Là, notamment, les voitures qui sont quasiment autonomes. Il y a des voitures sans chauffeur qui existent déjà. Tout à fait. Alors, on a des constructeurs qui s'attardent de plus en plus sur la conduite autonome. Ce sont des technologies qui vont être développées et dévoilées très bientôt. Alors, par exemple, dans certains pays, on aboutira à des taxis où on a juste qu'à donner l'itinéraire, qu'à donner son lieu de destination et le véhicule se déplacera tout seul. En Afrique, ici? Et ça va se faire ici quand même. Je pense que pour très bientôt, on est en train de développer cette technologie. Des siècles, vous voulez dire? C'est en train de venir. On a déjà cartographié. Je pense que peu à peu, on trouvera le moyen d'élaborer ce genre de système-là et ça viendra quand même assez vite ici. Merci beaucoup à vous, Monsieur Noël Kofi. Le nouveau visage concernant la techno dans Matin Bonheur. Vous aimez manger des fruits? Absolument. Vraiment, vraiment. Bien sûr. Alors, moi, je vous invite en Thaïlande. Voilà, chacun paye son billet d'avion pour découvrir, bien sûr, l'art de la sculpture des fruits, l'art de la minutie. Avec des fruits, ils nous font de ces sculptures, c'est magnifique. Et ça, devant ça, on ne peut pas parler. No comment. เผยแพร่สู่สังคมแล้วปีนี้นะคะเราก็มีสื่อต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นสายทั่วประเทศตอนนี้ทั่วประเทศแล้วทั่วประเทศเดือนหน้าไปสุราษฎร์ จริงๆก็ยังลูกเดียว2 กับ 2จะแกะในต้องแกะไม่งั้นมันหยาบแล้วมันจะ Waouh, c'est magnifique ce qu'on peut faire sur tous ces fruits, notamment les pastèques, etc. C'est vrai qu'on perd un peu en matière pour les grands mangeurs comme nous, mais bon, la beauté, on dit que le goût commence par les yeux, non? Donc, quand on a une belle assiette devant soi, forcément, l'appétit vient tout de suite après. Alors moi, je vous emmène à présent à Angamankro. Alors, ce magnifique village vous tend ses bras, il vous ouvre ses portes et il vous invite à le découvrir. Angamankro, village de la préfecture de Mbato, centre-est de la Côte d'Ivoire. Avant que le soleil ne se lève ce matin-là, un événement important s'était produit. Au 5e jour de la semaine sacrée de ce village, Ebodi, la rivière protectrice des Agniers Amantians, qui nous a été interdite pour la circonstance, a été honorée. On a pris un mouton, 2 poulets, une bouteille de gin. Plus on a fait de la pâte d'igname rouge et blanc. La rivière sacrée adorée, les événements peuvent se poursuivre. Libation, exorcisme des prêtresses communions. Et nous voilà pour une autre journée de festivités. La partie la plus belle de la cérémonie. Ah, ça revient encore, hein? Ici, il n'y a que la tradition qui a droit de citer.
Une tradition qu'il faut raviver pour bâtir le développement du village et même de tout le département de Mbato. Lorsque un arbre n'a pas de racines, cet arbre est appelé à s'étendre de tout son long, au moindre coup de vent. Et donc, pour moi, comme on dit, un Agni complet, c'est celui qui maîtrise sa culture, qui part de sa culture pour poser des actes de développement. Parce que c'est ce développement qu'il va pouvoir obtenir là, va reposer sur un socle solide. Le développement au moyen de la culture, les politiques y croient. Le patriarche aussi. Avant, avec nos pratiques et nos religions, on se sentait fort. Mais maintenant, avec la venue des pratiques occidentales, on sent que quelque chose nous manque. Pour moi, la tradition doit être mise au devant de toute initiative. Ces genres de cérémonies renforcent la cohésion du village, renforcent l'esprit de développement et l'esprit de paix. C'est pour ça que nous sommes venus soutenir la mutuelle, soutenir le chef, soutenir le village. Exhibition de la princesse de la beauté, sortie du tam-tam sacré. Le sacrifice a ébaudi la rivière protectrice. Angamanko a vécu une semaine durant au rythme de la tradition. Mais au-delà du caractère sacro-culturel des événements, il s'agit pour les fils de ce village de trouver la bonne orchestration pour amorcer le développement au moyen de la culture. C'est toujours un plaisir d'avoir des images de nos provinces tôt le matin comme ça. Ça fait plaisir, surtout en pays Agni, un beau pays, un pays digne. Vraiment, c'est toujours, ça fait plaisir, quoi. Alors Marco, l'intervenant qu'on a vu disait que bon Agni est celui qui maîtrise sa culture. On le sait, vous êtes Agni. Vous êtes même de Mbato. Si je ne m'abuse, alors, est-ce que vous maîtrisez votre culture? Est-ce que vous la possédez? Bah oui. Vous savez, la possession de la culture, ça ne se proclame pas. C'est au quotidien. C'est au quotidien, vous le savez, dans l'attitude. Alors franchement, il n'y a que chez vous qu'on puisse voir union, fécondité, bonheur. La devise, union, fécondité, bonheur. Alors, j'aime l'union et la fécondité, j'ai des enfants magnifiques. Et puis, le bonheur, voilà. Parce que vous êtes un matin bonheur. Oui, un matin bonheur, ça tombe bien. Et vous aussi, vous êtes en plein dans cette devise, union, fécondité, bonheur, n'est-ce pas? Surtout dans le bonheur en ce moment. Merci d'être avec nous, matin bonheur. Bien sûr, c'est le bonheur. Hein. Et il y a aussi la fécondité de bonnes choses autour. Hein. N'oubliez pas que vous pouvez réagir à tout moment concernant la thématique. Dans quelques instants seulement, ce sera le journal avec Hamza Diaby qui vous donnera donc les principales manchettes de l'info sur RTI 1 en ce mardi 7 novembre 2017. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Tôt le matin, des nuages denses pourront favoriser des pluies localisées sur le littoral et dans le sud forestier avant de faire place à des éclaircies. Ailleurs, le temps sera progressivement ensoleillé. Le mercure affichera 23 degrés à Abidjan et à Adiaké, 22 à Bandouko, 23 degrés à Boaké et Daloa. Une série de 22 degrés est attendue dans les villes de Dimbokro, Gagnoa, Korogo, Mont et Odéné. On notera 24 degrés à San Pedro, Sassandra et Tabo et 22 degrés dans le district de Yamoussoukro. Au cours de l'après-midi, des nuages convectifs avec pluie seront observés en milieu ou en fin de période dans les régions du sud forestier, puis du littoral en fin de période. Ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Toutefois, on ne devrait pas exclure des possibilités d'averses à l'ouest. Côté température, on notera 31 degrés à Abidjan et à Diaké, 33 à Bandoukou, 32 degrés à Boaké et Dalo enregistrera 33 degrés, 34 degrés à Dimbokro, 33 degrés à Gagnoa, 31 degrés à Korogo, Mont connaîtra 32 degrés également à Odéné, à San Pedro on notera 30 degrés ainsi que dans la ville de Sassandra et Tabo et 33 degrés dans le district de Yamoussoukro. Très bonne suite de programme et agréable journée à vous.
MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président Alassane Ouattara a été lundi au siège de la Banque mondiale à Washington. Il a été reçu pour exposer sur les performances économiques et la stabilité de la Côte d'Ivoire que le pays a connue. Le thème choisi à cette occasion, de la crise à la stabilité, expérience et leçons à retenir de la Côte d'Ivoire. Le président a passé en revue toutes les réformes du développement, notamment dans les domaines de l'éducation, la santé et des infrastructures. Des réformes à partir du plan d'urgence au moment où tout se passait à l'hôtel du Golfe. Ici en Côte d'Ivoire, l'ancien président tanzanien Jakaya Kikwete est à Abidjan. Arrivé à la mi-journée hier lundi, il a été accueilli par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan au pavillon présidentiel. Jakaya Kikwete est sur les bords de la lagune Ébrié dans le cadre du rassemblement annuel du mouvement SON, une rencontre qui permet au pays d'échanger sur leurs progrès en matière de lutte contre la malnutrition et qui encourage une collaboration mondiale. Nous y reviendrons dans nos prochains journaux. Le gouvernement, les partenaires financiers, les partenaires au développement ont évalué la mise en œuvre du PND 2016, le Programme national de développement. Il ressort de cet examen un niveau d'investissement de 3 000 milliards de francs CFA, soit une proportion de 66,9% contre 62% prévu. On en parle avec Noël Niagno. Le plan national de développement 2016-2020 a connu une mise en œuvre en 2016. Qu'est-ce qui a été fait? Comment cette mise en œuvre a-t-elle impacté la vie socio-économique de la Côte d'Ivoire? Membre du gouvernement avec à sa tête le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, président du comité de suivi, les partenaires financiers et les partenaires au développement ont passé au scanner cette première mise en œuvre 2 heures durant. Que retenir de cet examen? Une première chose, le tableau d'exécution est satisfaisant avec, au bout du compte, la réduction de la pauvreté de plus de 4 points. Pour la gestion 2016, les investissements totaux du secteur privé s'élèvent en volume à 2 979 milliards de francs CFA, soit environ 66,9% des investissements globaux. Plus importante que le taux moyen qui était attendu dans le cadre du PND, qui était donc de 62,4%. Par ailleurs, dans le cadre de la politique d'amélioration des conditions de vie des populations, les dépenses pro-pauvres ont augmenté, passant de 1 080 milliards de francs CFA en 2012 à 1 770 milliards de francs CFA en 2015 pour atteindre 2 015 milliards de francs CFA en 2016, soit 9,4% du PIB. Ainsi, sur la période 2011-2015, le PIB par habitant a progressé de plus de 25% et le taux de pauvreté est passé de 51% à environ 46%. Autre indicateur, la contribution des partenaires au développement avec comme incidence la réalisation de projets structurants. Il est heureux de constater que le rapport de suivi au titre de l'année 2016 fait ressortir une contribution substantielle des partenaires au développement évaluée à 662,8 milliards de francs CFA. Cette importante contribution a permis la réalisation de plusieurs projets d'envergure, notamment l'aménagement de routes et d'autoroutes, la mise en exploitation des champs captants de Bonois, l'approvisionnement en eau potable de plusieurs localités, la construction du barrage de Soubré. Il faut maintenir le cap. Bonne gouvernance oblige. Cette revue est une première du genre. Nous l'avons rappelé donc le 4 septembre dernier. C'est la première fois qu'on a cet exercice. Et je pense qu'il est fondamental qu'on puisse donc le systématiser et faire en sorte qu'on ait donc ce dialogue permanent au niveau de la mise en œuvre du PND. Les parties prenantes se sont accordées sur un agenda. Nous avons prévu de nous revoir donc, de façon périodique au niveau ministériel, déjà un dialogue un peu plus renforcé entre les ministères sectoriels. Avec les partenaires au développement, une rencontre beaucoup plus régulière, tous les 2 mois, au niveau technique, avec le Premier ministre aussi souvent que nécessaire
Et tous les 3 mois, avec le ministère du Plan, avec le Premier ministre, de façon aussi régulière que possible. Mais cet exercice qui était prévu pour être annuel va être fait tous les 6 mois, avec des dates précises. Le PND 2016-2020, c'est 30 000 milliards de francs CFA à investir sur 4 ans, avec à la clé porter la Côte d'Ivoire à l'émergence. Reportage signé Noël Gnagno. Davantage d'interactivité, la parole aux femmes et plus de place au débat. C'est désormais le leitmotiv de Radio Côte d'Ivoire qui a fait sa rentrée hier matin. Et la radio nationale n'est pas la seule. RTI2, la deuxième chaîne de télévision de la RTI, était aussi aux couleurs de la rentrée. Ce fut des programmes variés et davantage tournés vers les préoccupations des populations. Notre reporter Franck Quadio nous fait son compte-rendu. De bonnes raisons d'écouter la radio nationale. Une nouvelle grille de programme pour Radio Côte d'Ivoire depuis ce matin 5 h. Déjà à l'antenne, Angeval pour la matinale. Angeval, pour nous, c'est terminé. Merci beaucoup à vous, Serge Dakouri. Moi-même, je dirais plus 2-0. 2-0. Des invités, l'actualité nationale croquée et le sport toujours au rendez-vous. L'attention monte d'un cran Côte d'Ivoire-Maroc, c'est dans 5 jours exactement, tout est au rouge, que dis-je, tout est orange. C'est que pour cette nouvelle grille, l'accent sera mis sur le débat et l'interactivité. Nous avons reconduit quelques anciennes et nous avons créé de nouvelles. En définitive, nous aurons le débat, un magazine économique, nous aurons une tribune consacrée aux faits divers du lundi au vendredi. Nous aurons également beaucoup plus de temps à consacrer à la question de la santé. L'information de proximité avec le journal des faits divers, davantage de paroles aux femmes. Radio Côte d'Ivoire est dans son rôle, mais le groupe RTI, en pleine rentrée, c'est aussi avec RTI2 qui annonce les couleurs. Je veux dire, nos 100% coupés décalés, zouglou, hip-hop et autres, les jeunes ont apprécié, ça ils nous l'ont fait savoir. Donc, ils les auront. Surtout, mesdames, vraiment, je voudrais que vous notiez cela. Du lundi au vendredi, à partir de 16 h, un gros bloc de fiction pour vous, mesdames. La chaîne de divertissement du groupe RTI, axée sur le sport et la culture, se rapproche davantage des téléspectateurs avec sa nouvelle production. Madame, Messieurs, bonsoir. C'est une quotidienne de 19h45 à 20h30 du lundi au vendredi, où nous allons donner la parole à nos téléspectateurs. C'est un plateau mené par un animateur entouré de chroniqueurs. Radio Côte d'Ivoire, RTI2, mais aussi les productions RTI1 lancent leur programme pour le bonheur des auditeurs et téléspectateurs. C'est un reportage signé Franck Quadio. La production de smartphones ou téléphones intelligents n'est plus l'apanage des grands constructeurs internationaux. Depuis 2014, un Ivoirien, Jean-André Aipo, s'illustre sur ce marché avec sa marque Saturn. En 3 ans, il a écoulé 150 000 terminaux en Europe et en Côte d'Ivoire. Actuellement fabriqué en Chine, la production de ces téléphones pourrait être délocalisée en Côte d'Ivoire. En attendant, le fabricant ivoirien multiplie les partenariats locaux pour la vente de ces téléphones. Didier Nguessan, Christelle Menant signe ce document. Plus de 200 marques de téléphones intelligents sont actuellement vendues dans le monde. Il y a le haut de gamme dominé par le coréen Samsung et l'américain iPhone. Et un peu en dessous, des modèles milieu de gamme. L'un d'entre eux est ivoirien. Son nom Saturn, son concepteur Jean-André Aipo. Avant 2010, il travaille sur la sécurisation et la mise aux normes de logiciels et d'applications pour les banques. Les contraintes rencontrées avec les constructeurs l'inspirent sur une opportunité d'affaires. L'idée m'est venue de concevoir le téléphone et de modifier le système d'exploitation pour pouvoir répondre aux normes sécuritaires de la banque. Donc c'est de là que le projet Saturn sort. Avec un investissement de départ de 60 000 €, soit 39 millions de francs CFA, le jeune Ivoirien se lance dans la conception d'un smartphone haute performance dédié à des professionnels puis au grand public. Donc là, j'ai dû aller en Chine, justement à Shenzhen, à plusieurs reprises pour rencontrer des usines, pour rencontrer des fabricants, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on montait une ligne de fabrication d'un téléphone. Derrière ce séjour en Chine, une intention, installer à long terme une ligne de montage et de production de téléphones en Côte d'Ivoire. En attendant, c'est toujours à Shenzhen que J3A Technologies fait fabriquer ses téléphones et tablettes.
Aujourd'hui, modification d'une commande. On voudrait apporter des modifications aux composantes mémoire de la dernière tablette. On aimerait avoir 2 Go de mémoire vive et 32 Go de stockage. Est-ce que le prix va beaucoup changer? Est-ce que vous pouvez nous envoyer les nouveaux tarifs? Saturn arrive dans un environnement très concurrentiel. Inconnu du grand public, J3A n'a d'autre solution pour séduire le marché que de vendre moins cher, bien que ces terminaux soient technologiquement proches des grandes marques du marché. Pour vendre du premium 20 à 30% moins cher que la concurrence, il faut baisser les coûts de production. Plus on maîtrisait le processus de conception, de négociation avec les usines, plus on gagnait en compétences et plus on arrivait à baisser les coûts. Excite aussi la publicité et les circuits de vente physique. L'entreprise met en ligne son propre web store et distribue sur Internet. Dès l'instant où on est arrivé à se mettre sur Amazon et Cdiscount, on n'avait pratiquement plus d'argumentaire commercial à sortir pour aller chercher les clients. Bien, merci. Bonne arrivée. Le bouche à oreille, ou plutôt le C2C fera le reste. Aujourd'hui, l'entreprise est courtisée pour son expérience. Actuellement, c'est M. Aipo qui a déjà une longueur d'avance, puisqu'en fait, son produit est là, il existe, il fonctionne, il est distribué. Il y a déjà une clientèle qui connaît la marque Saturn, et donc, bien évidemment, il y a un marché captif. Comment allez-vous, monsieur Giraud? Vous allez bien? Monsieur Aipo, ça va très bien. Ça a été? Merci de nous recevoir. Oui, je vous présente Bertrand Bousson. Bonjour, Jean-André Aipo. Marché captif, les premiers acheteurs de Saturn sont les clients des divisions conseil en stratégie et ingénierie des systèmes du groupe J3A. Une offre intégrée du conseil à la fourniture de terminaux spécialement adaptés aux besoins identifiés en amont. Les solutions proposées doivent être à la pointe. Jean-André a conscience de l'évolution rapide du secteur. Il surfe continuellement sur les dernières tendances et veut être parmi les premiers à proposer dans ses produits les technologies de demain. Aujourd'hui, il pense intégrer des écrans 3D sur les prochains modèles. Depuis 2016, J3A distribue ses téléphones et tablettes en Afrique, précisément en Côte d'Ivoire. Il a commencé par les faire essayer via des partenaires presse par les employés de Fraternité Matin. Ce matin, il vient en suivi après-vente. Je suis là maintenant pour annoncer officiellement aux partenaires presse qu'est Fraternité Matin qu'à partir du mois d'octobre, les produits seront en Côte d'Ivoire et qu'à partir du mois d'octobre, nous serons là définitivement. Nous sommes heureux de savoir que c'est un Ivoirien qui a conçu des tablettes à l'utilisation. On voit que c'est une tablette qui est très très confortable, facile à utiliser, rapide et la batterie se décharge moins vite. Pour conquérir le marché ivoirien, Jean-André Aipo s'adresse à de grandes enseignes locales. Parmi elles, une grande librairie qui distribue aussi les produits Saturn. Les commandes affluent, mais J3A n'a pas encore la capacité financière de produire plus. Sur l'hybride, on a de nouveaux processeurs qui vont être utilisés, donc c'est beaucoup plus performant que ceux que vous avez eu à tester ici. Et nous comptons distribuer des milliers. Nous ne voulons pas qu'il y ait des ruptures de stock. C'est très important. Lorsque nous commençons la campagne, il faudrait que le stock suive. Pour y arriver, Jean-André Aipo envisage de monter une usine en Côte d'Ivoire, montant à investir entre 500 et 650 millions de francs CFA. Ainsi, il pourra vendre 30% moins cher en Côte d'Ivoire. C'est un document signé donc Christelle Menant et c'est ici qu'on referme ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes. Merci à vous. Merci, Monsieur Diaby. On vous retrouve sûrement demain. Demain et après-demain et tous les jours. Toujours avec le même plaisir et la même joie. En attendant, nous, on retrouve Miss JJ qui est là pour la revue de presse. Jingle, c'est parti. Et on commence avec une tribune sur le harcèlement sexuel dans Fraternité Matin. Tout à fait, Nouroudine. Désormais, célèbre cas d'Harvey Weinstein, le producteur et réalisateur américain, embourbé actuellement dans des histoires d'harcèlement sexuel envers les actrices, notamment Lupita Nyong'o. Et selon l'auteur, ces drames
quotidiens et innombrables se déroulent dans tous les corps de métier et sous tous les cieux, notamment sous nos tropiques où le silence règne. Et selon l'article, cette situation découle de l'image de la femme dans la société. Par exemple, pour certains, ces femmes victimes ont dû avoir des attitudes équivoques ou porter des tenues inappropriées, à quoi les opposants objectent que les femmes ont le droit d'exprimer leur féminité sans se faire agresser. Pour l'auteur, la femme mère a été désacralisée au profit de la femme objet, comme l'illustrent finalement tous les spots publicitaires. Et il nous faut donc revenir impérativement aux fondamentaux dans une société en perdition, avide d'avoir et de pouvoir. Retour en Côte d'Ivoire où un journaliste de Notre Voix raconte son arrestation. Et oui, le journaliste Chadé Adédé a été arrêté dans son quartier dans le cadre d'une rafle la nuit du 25 au 26 octobre dernier sur la route de la préfecture de police d'Abidjan-Plateau. Alors dans l'article, mon confrère décrit en long et en large son arrestation, puis sa détention, mais l'intérêt de cet article repose finalement sur une problématique qu'il soulève, à savoir les rafles systématiques. Et selon le journal, il est plus facile pour les microbes ou les ex-démobilisés de regagner leur base après avoir commis leurs méfaits que pour un simple citoyen lambda de rejoindre son domicile. Pour conclure, le journal nous dit que les rafles systématiques ne servent l'intérêt de personne, mieux vaut y aller avec méthode et sagesse, en mobilisant des hommes où et quand il le faut, sans zèle intempestif ni haine. Passons à Allopolis qui évoque une sombre affaire à l'intérieur du pays. Et oui, une sordide affaire d'inceste qui s'est déroulée à Coupé et aurait pu être tue car la famille voulait l'étouffer. Alors c'est l'histoire d'Ania et Egali qui vivaient maritalement depuis plusieurs années. En venant chez son homme, la femme était arrivée avec sa sœur cadette Mathilde qu'ils avaient élevée un peu comme leur fille. Et la femme, Madame en a eu marre des appétits sexuels de monsieur et est parti. Et c'est là que le drame s'est produit. Ce dernier a eu des rapports sexuels avec la jeune fille, la dernière de la famille, ainsi que la nièce, jusqu'au décès de l'une d'entre elles. Sombre affaire. Sombre affaire, comme vous dites. On passe au Zimbabwe où Robert Mugabe limoge son vice-président pour manque de loyauté. Et oui, Robert Mugabe a limogé hier son vice-président Emerson Mnangagwa, une décision interprétée par l'opposition comme une manœuvre destinée à ouvrir la voie à la première dame pour succéder le moment venu au chef de l'État. La destitution d'Emerson Mnangagwa intervient après des semaines de tensions au sommet de l'État entre le vice-président et Grace Mugabe, alimentée par une mystérieuse affaire d'empoisonnement. Alors, en août dernier, il a été hospitalisé d'urgence en Afrique du Sud et ce dernier affirme avoir été victime d'une tentative d'empoisonnement. Selon ses partisans, il aurait été délibérément intoxiqué par le biais d'une crème glacée fabriquée dans une laiterie appartenant à Grace Mugabe. Alors, des accusations que la première dame avait vivement démenties au mois d'août. Et pour finir, l'insolite du jour. Et ça se passe aux États-Unis. Vous allez certainement voir une image apparaître, celle d'une dame qui fait un bras d'honneur au passage du cortège de Donald Trump, qui venait de sortir d'une partie de golf. Eh bien, cette femme a été adulée par tous les réseaux sociaux, sauf par son patron. Eh bien, il vient de la licencier puisqu'il n'a pas apprécié ce geste et c'est le propriétaire du terrain de golf. Et donc, en voici une qui, à mon avis, va réfléchir à 2 fois la prochaine fois avant d'agir. C'est tout pour moi et je vous retrouve demain avec plaisir. Merci beaucoup, Fatim. J'aime bien votre tenue. Vous êtes vraiment sanglée dans cette combinaison. Waouh! J'ai bien fait de venir. Ah oui, la saison s'annonce assez très élégante. Merci, Eva aussi dans cette tenue, vraiment avec... Enfin bref, merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, c'est Matin Bonheur, vous avez raison d'être avec nous. Hashtag Matin Bonheur, n'oubliez pas, réagissez. Il vient d'entrer dans ce studio, Maître Koné Kiyobien. Avec lui, nous allons dérouler la dernière ligne droite de cette émission. Ce sera dans le volet thématique. On va parler des ouvrages publics, on va parler un peu de la responsabilité par rapport à tout ce qui peut arriver. On ne sait jamais comme imprévu par rapport aux ouvrages publics. Il nous dira tout, parce que c'est un homme de droit et c'est un homme droit aussi. Justement, parlons de droiture. Dans le volet entrepreneuriat, qu'est-ce que ça donne? Avec beaucoup de plaisir, nous allons recevoir une fois de plus M. Jean-Baptiste Quadio, consultant formateur. On va parler de l'entrepreneuriat et revenir sur des points clés. Jingle et on commence la discussion. Bonjour M. Quadio. Ça va bien? Ça va. Alors, aujourd'hui, dans la rubrique Entreprendre, nous sommes avec vous pour parler entrepreneuriat parce que de plus en plus, les jeunes Ivoiriens et jeunes Africains s'adonnent à l'entrepreneuriat et ça fait plaisir. Merci beaucoup. Nous allons parler de l'entrepreneuriat. On a commencé hier et je pense que les jeunes Ivoiriens
beaucoup d'opportunités à saisir dans l'entrepreneuriat. Cela étant dit, ce matin, nous allons revenir sur la définition de l'entreprise et puis expliquer les mots-clés pour que les jeunes, lorsqu'ils vont rentrer dans l'entreprise, sachent à quoi s'attendre. Bien. Pour commencer, nous allons dire que de tout temps, l'homme a eu des besoins. Besoin de manger, besoin de boire, besoin de s'habiller, besoin de circuler, besoin de se soigner, enfin, beaucoup de besoins. Alors, on crée une entreprise pour satisfaire un besoin. Un besoin exprimé par des consommateurs. Ce qui voudrait dire quoi? Ce qui voudrait dire que lorsque on a une idée d'entreprise, dans un premier temps, il faut savoir si le besoin qui est exprimé va rendre mon entreprise pérenne. C'est-à-dire, est-ce que ça va faire durer mon entreprise dans le temps? On ne crée pas une entreprise pour un besoin ponctuel. On crée une entreprise pour un besoin qui est exprimé sur la durée. Or, les jeunes gens parfois s'installent tout juste pour un besoin ponctuel. Hier, on en a parlé lorsque on a un besoin de communication. Et puis, moi j'ai ma cabine téléphonique ici, l'autre se met tout juste à côté, à 30 mètres, il y en a un qui se met là. Nous sommes 100 à offrir le même service. Dès cet instant-là, notre entreprise ne peut pas durer dans le temps. Il y a un qui va fermer, il y a deux qui vont fermer et ça va créer un découragement. Et on dit, lorsqu'on crée une entreprise, ça ne marche pas. Donc, il y a cela. On crée une entreprise. Pardon, pour revenir à ce que vous disiez hier, hein, vous dites aujourd'hui qu'on ne crée pas une entreprise pour un besoin ponctuel. Hier, vous disiez même qu'on ne crée pas une entreprise pour un marché spécifique. Non. Parce qu'un oncle ou une tante ou un ami a besoin à un marché sous le bras, tout de suite, on constitue l'entreprise. Et puis, juste pour ce marché-là, l'entreprise est viable et après, on se retrouve sans rien d'autre à faire. Bon, viable, mais après, lorsque vous créez votre entreprise pour ce marché spécifique, n'oubliez pas qu'il y a les impôts qui vont vous suivre. Hein? Parce que vous devez payer la TVA, vous devez payer l'impôt sur les bénéfices, vous devez payer les impôts sur le salaire et autres. Donc, vous allez voir que tout de suite après, vous ne pouvez pas tenir. Et donc, vous allez avoir des problèmes. L'idéal serait qu'on ait un marché, un service qui satisfait un besoin qui est exprimé de tout temps. Vous voyez, par exemple, on a besoin de communication, on a besoin d'être informé. Donc, la RTI va durer dans le temps. Elle va durer dans le temps. Mais la RTI va dire, bon, OK, moi je donne l'information, mais est-ce qu'il n'y a pas des concurrents qui vont s'installer pour donner de l'information? On va parler de la qualité de l'information qui va être donnée par la RTI. Sinon, si je ne donne pas une information de qualité, les autres vont se détourner de mon canal. Et s'ils se détournent de mon canal, je suis obligé de fermer. Pour que la RTI puisse donner cette information qui est acceptée par tout le monde, il faut des gens de qualité. Où est-ce que je vais aller recruter mes gens de qualité? Quelle formation je vais leur donner pour qu'ils puissent satisfaire le besoin d'information exprimé par les gens? Vous voyez, on a besoin d'être informé, on a besoin d'avoir une information de qualité. À quel canal est-ce que je m'adresse pour avoir cette information de qualité? Donc, je vais créer mon entreprise pour donner une information, mais une information de qualité. Il faudrait vraiment expliquer ça aux uns aux autres parce que lorsqu'on a une personne qui a un poste stratégique, automatiquement pour maîtriser tous les contours, on se comprend, elle va créer une entreprise pour que, en amont et en aval, tout soit sécurisé entre guillemets. Et ce qui fait qu'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de passion, et il n'y a pas même l'âme même de l'homme d'affaires, du businessman, et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous avez dit un mot qui est très important en entrepreneuriat, la vision. La vision. C'est-à-dire que lorsque je vais, moi, créer mon entreprise, il faudrait que j'ai une vision et que j'ai une mission. Quelle est la mission de mon entreprise? Quel est l'objet social de mon entreprise? Mon entreprise va vendre quel service? Va vendre quel produit? À qui? Comment je vais fabriquer ces produits? Comment je vais fabriquer ces services? Où est-ce que je vais acheter la matière première? Est-ce que j'aurai la matière première
tout le temps, sans rupture de stock. J'en ai entendu parler tout à l'heure là, où il disait qu'il ne peut pas avoir de rupture de stock. Mais si vous avez des ruptures de stock, imaginez que vous ayez une entreprise qui doit produire et qui doit livrer à certains clients. Vous avez des ruptures de stock, mais le client, il a passé une commande avec vous. Il y a des clients qui l'attendent de l'autre côté là-bas. Donc, il va vous faire des procès parce qu'il n'arrive pas à satisfaire, lui, ses clients, et donc vous provoquez une cascade de faillites. Et généralement, lorsqu'on crée l'entreprise, on ne pense pas à toutes ces choses. Et voilà pourquoi la rubrique entrepreneuriat est bienvenue, parce que dans cette rubrique, ici, nous allons partir de l'idée d'entreprise à la création de l'entreprise. Et de la création de l'entreprise, après, on va voir tous les autres aspects. Monsieur Kouadio, j'espère qu'on va aller dans la pratique aussi, hein, parce qu'il y a ce qu'on dit de façon théorique, et puis il y a la réalité sur le terrain. Surtout dans nos pays en voie de développement, où parfois on foule aux pieds les règles les plus élémentaires, ce qui décourage des jeunes, et ça donne place à l'exil, à des Ivoiriens qui sont un peu partout dans le monde, alors qu'ils peuvent servir dans leur pays parce qu'ils sont découragés peut-être parfois par l'environnement. Je suis en partie d'accord avec vous. Mais le créateur d'entreprise, c'est celui qui affronte l'environnement et modifie l'environnement en sa faveur. Avec quelle arme? Avec quelle arme? Avec les armes de la compétence. Si vous n'en avez pas la compétence, vous ne pouvez pas... Vous voyez, tout à l'heure, on a parlé on crée une entreprise pour un marché parce qu'on s'en va demander pardon. Mon entreprise, il faut me donner le marché. Mais on ne va pas vous battre sur le terrain. Tout à l'heure, j'ai vu une émission où on a un jeune qui crée un smartphone ivoirien. Et il se bat, mais il va s'imposer. Et il va changer l'environnement du téléphone mobile en Côte d'Ivoire. C'est ça. Parce qu'on attend tout de l'État. Non, c'est nous qui devons modifier, faire changer les gouvernants par notre capacité à impacter cet environnement-là. Donc l'environnement sera toujours là, il sera favorable ou bien il sera défavorable. Donc c'est à l'entrepreneur de travailler à changer cet environnement-là. Et ça, il faut le dire aux jeunes Ivoiriens, il y a tellement de choses à faire en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de besoins insatisfaits en Côte d'Ivoire. On n'a même pas besoin d'aller mourir dans la Méditerranée. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Il suffit de réfléchir un peu. Et je pense que d'analyser l'environnement. Trouver le bon filon aussi, c'est pas évident. Trouver le bon filon. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'on a besoin de manger. N'est-ce pas? Mais quand on dit qu'on a besoin de manger, on a besoin de manger quoi? Où? Où? À quel moment? À quel moment? Mais il faut réfléchir à tout ça. Absolument. On a besoin de boire. Boire quoi? Où? Comment? À quel moment? Comment? Quelle qualité de boisson? Vous voyez que chaque fois qu'on va se poser des questions comme ça, on va avoir des idées d'entreprise. Et ce sont ces idées d'entreprise-là qui vont nous permettre de... Au départ, il faut partir sur les besoins de l'homme. De tout temps, l'homme a éprouvé des besoins. Donc, manger, dormir, s'habiller, danser, se soigner. Continuer, oui. Ensuite se reproduire. Oui. Bon, ok. Enfin, oui. Mais c'est un besoin. Oui, le marché de la maternité, des femmes, tout ça. Et vous allez voir qu'il y a des boutiques qu'on peut créer autour de cette maternité. Absolument. Les vêtements d'enfants, ceci, des cliniques. Il y a tellement à faire. Et qu'on regarde toujours ce qui est au lieu là-bas. Alors qu'à côté de nous ici, il y a plein de besoins insatisfaits ou mal satisfaits. Eva, moi, on pose la question ensemble, parce que ce n'est pas moi qui pose la question. D'accord, ok. Est-ce qu'on peut réussir... Il faut que je sache d'abord la question avant de m'engager. Est-ce qu'on peut réussir en affaires en étant honnête? Juste avant la pub. Je dirais qu'il faut être honnête pour réussir en affaires. D'accord. Ah bon? Oui. Ok. La pub, on se retrouve juste après. Vous êtes à Matin Bonheur, le rendez-vous de l'entrepreneuriat. Regardez.
Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Qu'est-ce que je vais faire après le bac? Quelle étude supérieure? Quelle école choisir? Comment faire pour étudier dans les plus grandes universités et grandes écoles en Angleterre, aux États-Unis, en Australie et au Canada? Toutes vos réponses avec AESCI, votre agence britannique pour les bacheliers et étudiants en quête d'orientation. AESCI vous assiste dans toutes vos démarches administratives et vous conseille dans le choix de vos filières. Attendre votre potentiel éducatif avec AES. Sous la présidence de son Excellence, M. Daniel Kablan-Decamp, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, le Rassemblement global 2017 du mouvement Scaling Up Nutrition Sun se tient du 7 au 9 novembre 2017 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Thème: investir dans la nutrition pour un développement durable. Au programme: ouverture et clôture du rassemblement par son Excellence M. le vice-président de la République, présentation du rapport mondial sur la nutrition, partage d'expériences entre pays membres du mouvement Scaling Up Nutrition. Le transport routier est l'une des sources importantes de pollution de l'air dans notre pays. Les gaz émis par les véhicules polluants exposent notre population à des maladies respiratoires et cardiovasculaires, particulièrement en milieu urbain. Chers transporteurs et conducteurs routiers de Côte d'Ivoire, disons non à l'utilisation des automobiles polluants tout en veillant à leur entretien régulier. Ainsi, préviendrons-nous les maladies liées à l'inhalation des gaz toxiques des véhicules. Transporteurs et conducteurs de Côte d'Ivoire, stop aux véhicules polluants. Ceci est un message du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. MBA, l'école internationale européenne, s'installe à Abidjan. Bénéficiez tout en restant en Côte d'Ivoire d'une formation de qualité sanctionnée par des diplômes bachelor et MBA certifiés par l'État français dans les domaines suivants: gestion et finance, international business et marketing, communication et digital. MBA est une école de management dont l'objectif est de rendre les étudiants opérationnels, professionnels et prêts à l'emploi. L'encadrement pédagogique moderne de MBA privilégie l'employabilité, les langues et le numérique. L'école MBA offre pour les diplômes MBA la double diplomation, le MBA titre certifié de l'État français niveau 1 et le MBA de l'Université de Winthrop aux États-Unis ou de l'Université de Bedfordshire en Angleterre. Appelez vite au 20 22 30 43 et visitez mba.com pour vous engager dans cette aventure extraordinaire de formation avec MBA. MBA, la business school la plus proche pour aller plus loin. Bienvenue à César. Étudiants, chers parents, chers partenaires, les établissements César Abidjan vous offrent à Koumassi, au Plateau et à Yopougon un cadre agréable et propice à la préparation d'un bac général ou technique, d'un BT, d'un BTS tertiaire ou industriel ou d'une licence ou d'un master. César Abidjan, avec ses 25 ans d'expérience, offre un équipement didactique et pédagogique ultramoderne, un centre d'hébergement, un restaurant, avec un taux de réussite largement au-dessus du taux national. Choisir César Abidjan, c'est s'ouvrir les portes de la réussite par le placement de ses meilleurs apprenants bien formés par un excellent corps enseignant. De retour sur votre matinale préférée, Matin Bonheur, bien évidemment. Et c'est sur RTI 1 que ça se passe. On l'a annoncé en début d'émission, en milieu d'émission et même juste avant la pub. Il est là pour notre plus grand bonheur, un de nos hommes de droit préférés, comme Marco le dit, un homme de droit. Maître Koneki Yobien est présent, parlera d'ouvrages d'art et de responsabilité administrative. Jingle, c'est parti. La responsabilité de l'administration du fait des ouvrages publics. Maître Né, comment ça va? Ça va, ça va. Les vacances, toujours dans le droit? Oui, toujours. Les vacances ça a été studieux? dans le droit. Dans le droit? Oui, des vacances studieuses. Ok, en tout cas, bon retour à vous. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'un ouvrage public? Un ouvrage public, de façon simple, c'est un ouvrage fait à destination du public. Exemple, une route. On trace une route du village de Marco au village d'Eva, c'est un ouvrage public.
un pont, c'est un ouvrage public. D'ailleurs, il y a un très beau pont dans mon village. Un très beau pont, c'est un ouvrage public. Enfin. Et c'est tout ce qui est fait dans le cadre de l'usage public. L'usage public. C'est-à-dire il pèse sur l'État une obligation qui est de mettre à disposition des citoyens des mesures, des ouvrages, un cadre pour leur permettre de vaquer à leurs occupations, pour leur rendre la vie plus facile, pour leur permettre de se déplacer. Donc c'est pourquoi vous avez des barrages. Vous avez, tout dernièrement, on vient d'inaugurer un barrage là. À Soubrine. Vous avez des ponts, vous avez des routes. En son temps, le président Houphouët-Boigny disait la route précède le développement. Donc l'ouvrage public par excellence, c'est la route. Mais et dans un quartier où il n'y a pas de route tracée, où les propriétaires se mettent en association pour tracer une route, là c'est... En ce moment, ils prennent la place de l'État. Parce que c'est l'État qui doit normalement faire ses routes pour les besoins du quartier. Si vous avez constaté, jusqu'à un passé très récent, avant de donner des titres de propriété à des personnes sur des parcelles bien déterminées, on viabilisait le quartier. On y faisait les routes, on avait l'adduction d'eau et l'électrification. C'est tout dernièrement qu'on commence à voir des personnes qui ont des titres de propriété sur des terrains non viabilisés. Sinon, quand vous regardez bien les derniers quartiers, je crois, si je ne m'abuse, sous le contrôle des téléspectateurs et de vous-même, les deux derniers quartiers à Abidjan où on a eu droit à ce privilège-là, c'est les quartiers de Yopougon Ananéré et la Riviera Palméré. Si vous constatez, c'est le même modèle. On lotit, on viabilise, on y met l'eau, l'électricité, avant de donner des titres de propriété. De sorte que toutes les routes qui sont dans le quartier sont faites par l'État lui-même. Donc c'est tout dernièrement qu'on voit que les privés prennent de plus en plus la place de l'État. Exactement, notamment à Gerville. Justement, où on voit des personnes qui s'associent dans le quartier pour faire la route, ou certaines personnes. Mais lorsque ces personnes le font, cela ne signifie pas que l'État doit en être exonéré. En principe, elle devait pouvoir demander qu'on puisse les dédommager. Mais cela aussi doit se faire avec l'accord de l'État. Parce que le plan directeur qui est fait, s'il s'avère qu'il est contraire à ce qui a été fait, l'État va venir détruire pour être conforme à ce qui a été prévu dans son plan directeur. Donc, tout compte fait, le pouvoir va et revient encore à l'État. Alors, comment savoir si un ouvrage est public ou privé? Très bien. La question a été posée de savoir si c'est un ouvrage public. Je prends deux chantiers. Le chantier d'une route, une route comme celui qu'on constate dans ces derniers temps sur viabilisation ou bien extension de telle voie, création de telle voie. Lorsque vous arrivez sur le chantier, normalement, il doit y avoir un tableau. Et sur le tableau, on met en premier lieu le maître d'ouvrage. Après, le maître d'œuvre. Et après, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des sous-traitants, et ainsi de suite. Il faut bien regarder. Si l'ouvrage est public, vous verrez maître d'ouvrage, État de Côte d'Ivoire. Toujours. Et s'il s'avère que c'est un chantier privé, on mettra toujours le nom du maître d'ouvrage. C'est pourquoi, depuis un certain temps, il est imposé de mettre parfois le permis de construire, le numéro de permis de construire, mais on devait aller plus loin. On devait mettre le nom du propriétaire de l'ouvrage. Parce que très souvent, on s'est rendu compte qu'il y a des immeubles qui se fondent sur des personnes. Après, on ne sait pas à qui appartient l'immeuble. C'est seulement les apprentis, les ouvriers qu'on trouve sur le terrain. Ils ne savent même pas pour qui ils travaillent. Ceux qui sont aux alentours ne savent même pas qui construit à côté d'eux. Ou bien on dit que c'est un ouvrage de l'État. Ils ne savent pas si c'est vraiment un ouvrage de l'État. Parce qu'il n'y a rien qui indique, aucun tableau. Or, s'il y avait ces éléments-là, en ce moment-là, on pouvait faire la distinction entre l'ouvrage public et l'ouvrage privé. C'est vrai. Alors, c'est d'autant plus dangereux, surtout quand il arrive des choses fâcheuses, quand il y a des accidents, tout ça. Alors, est-ce que l'État peut vraiment être condamné à payer des dommages et intérêts? Dans quelles conditions? Bien sûr, c'est contradictoire. Lorsque je parlais de la responsabilité administrative dans un milieu, quelqu'un me disait, mais l'État travaille pour vous. S'il y a un accident, on demande encore à l'État de vous dédommager. Mais oui, c'est ça la subtilité du droit. Si l'État a le devoir de mettre à la disposition des usagers, du citoyen, de l'habitant, des ouvrages publics pour faciliter sa vie, l'État aussi doit être appelé à dédommager les dommages qu'il cause à cet habitant, à ce citoyen. Parce que c'est une relation dialectique. Nous, on paye nos impôts, on accepte de se soumettre aux lois de l'État.
En retour, l'État a envers nous des obligations, il a envers nous des devoirs. Donc parmi ces devoirs, c'est de mettre à disposition du citoyen un cadre de vie décent. Et en retour, s'il s'avère que dans la mise en œuvre de ce cadre de vie, un dommage est causé aux citoyens, qu'on puisse lui le dédommager. Parce que l'ouvrage qui est fait pour le public ne doit pas défavoriser exagérément l'un au profit des autres. C'est comme le cas tout dernièrement, il y a eu, c'est dramatique d'en parler, le goudron chaud qui se verse sur une voiture et ses occupants. Sur une voiture et ses occupants. Un drame survient. En ce moment, il faut qu'on cherche à situer les responsabilités. Cet ouvrage, est-il fait du fait de l'État? Est-ce une entreprise privée qui a sous-traité? Tout compte fait, toujours est-il qu'en premier lieu, c'est d'abord l'État. Et il appartiendra à l'État, ou bien, pour être plus... Ce n'est pas un conseil que je donne à l'antenne. Dans ces conditions, il s'adresse à un avocat. L'avocat saura comment poursuivre, qui poursuivre. Parce qu'il s'avère que le dommage est réel. Et là, le lien de causalité est fait. C'est le fait de cet ouvrage-là que le dommage est intervenu. En ce moment, les responsabilités doivent être situées. Et ça, seul un avocat est capable de pouvoir démêler le bon gré des livrets. Exactement. Oui. Alors là, et un jour, il doit donner la savoir, est-ce que l'État est condamné? Naturellement, lorsque la responsabilité de l'État est déterminée, lorsque la responsabilité de l'État est prouvée et avérée, l'État est condamné. Et il y a tout dernièrement à Bassam, je crois, il y a le ministre de l'économie et des finances, c'est quel ministre, je ne sais pas si je m'abuse, qui disait que l'État est appelé à payer. Aujourd'hui, l'État est condamné à payer plusieurs milliards du fait de ses agents, du fait de ses ouvrages. Et qu'il était temps que ces choses puissent prendre fin. Ils avaient donné un chiffre vraiment faramineux que l'État, chaque année, utilise pour dédommager les personnes qui sont victimes de ces ouvrages et victimes de ces agents. Alors, on a eu quel autre cas pratique? Je vais te demander par exemple, hein, un gros trou dans la circulation auquel je ne m'attends pas. Je suis à une vitesse normale, on va dire. Trop tard pour freiner, je fais une embardée, tonneau, vers qui je me tourne. Et je touche du bois. On touche du bois, c'est du bois, oui. On touche du bois. Donc, un gros trou non signalé. Non signalé. Il faut toujours rechercher, puisque le dédommagement n'est pas systématique. Il faut toujours rechercher la faute. Ou bien rechercher le cas où la responsabilité peut être engagée sans faute. Aujourd'hui, vous parlez d'un gros trou qui est suffisamment grand pour être signalé. Et il ne l'est pas. Vous conduisez à une vitesse normale, parce que vous ne connaissez pas le quartier, vous tombez dans ce trou, un tonneau, et un dommage survient. Naturellement, vous pouvez engager la responsabilité de l'État. Ou bien un pont qui menace ruine. Seront submergés. Au lieu de le réparer ou de le rendre impraticable, ou bien de le fermer à la circulation, on s'arrange à mettre un chiffon rouge pour dire que ce pont est dangereux. Mais c'est un élément déjà qui montre que si l'État reconnaît que ce pont est dangereux, ça veut dire qu'il faut prendre les mesures nécessaires. Si les mesures ne sont pas prises, que le dommage intervient. Oui, bien sûr. Vous parlez de rapidité, rapidement, franchement. Par rapport à l'exemple que j'ai cité. Disons même que c'est de mon quartier que je maîtrise parfaitement. Il y a eu une pluie, une forte pluie la veille, le goudron est endommagé. Le lendemain matin, à 6 h, je sors. L'État, est-ce qu'on peut dire que l'État n'a pas pris ses responsabilités? Non, là, ne demandez pas. Il a plu toute la nuit, le lendemain. C'est peut-être la chute du premier usager qui fera prendre conscience à l'État qu'il y a un trou. En principe, on devrait dire l'État devrait savoir, tout savoir. Mais aujourd'hui, vous êtes aussi informé que moi qu'au lendemain d'une pluie où chacun se réveille d'un long sommeil, l'État aussi se réveille de ce long sommeil. Quand il dit l'État, ce n'est pas l'entité juridique, mais les agents de l'État qui se réveillent, à qui on n'a même pas signalé qu'il y a un trou quelque part. Si vous tombez dans ce trou, en ce moment, si vous voulez engager la responsabilité de l'État, à moins de prouver que le trou ne s'est pas creusé de façon systématique et que les signes étaient là, qu'on pouvait à partir de quelques éléments prévoir qu'il y aurait un trou ici au lendemain de cette pluie. Tout est dans les nuances. Hein. Oui, non, mais parce qu'un trou sur le goudron aussi, il ne se vient pas du jour au lendemain. C'est comme quand on dit qu'une crue a emporté un pont. En général, il y a des signes avant-coureurs. Les ingénieurs de l'État sont là, ils peuvent savoir qu'à partir de tel niveau de dégradation, s'il y a une pluie de tel millimètre cube, de telle intensité ou de telle quantité, le pont va partir. Mais si on ne prend pas d'informations. Il est récurrent, très récurrent par rapport aux routes. On est obligé de rester sur les routes parce que c'est le gros même de tout ce qui est ouvrage public. Vous l'avez évoqué à l'entame de votre intervention. On voit souvent des jeunes en train de compenser, de remplir des trous
à des artères, que ce soit à l'intérieur du pays, à Abidjan, tout ça. Alors, est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance que peuvent exploiter certains avocats? Oui, c'était un aveu d'impuissance de l'État. Mais je peux dire aussi que... Il y a des policiers pas loin qui... Bon. Mais si il y a des policiers pas loin, ils ne devraient pas permettre cela. Mais ils sont là même, pardon, pour ceux qui gèrent la circulation. Souvent, on a des policiers qui sont là et puis on a des civils. Des policiers, pas oui, on a des civils qui sont là, qui gèrent la circulation, etc. Et les policiers sont là, ils regardent. C'est civils ou c'est policiers, c'est civils qui gèrent la circulation. Ça appartient à une catégorie qu'on appelle les collaborateurs, je dirais les occasionnels de l'État. Est-ce qu'ils sont assurés? Est-ce qu'ils ont tout? Bon, en principe, si c'est collaborateur, ça fait l'objet d'un chapitre en droit administratif, les collaborateurs occasionnels de l'administration. On va revenir là-dessus. Si un jour on y reviendra, les trous dont vous parlez, ces personnes qui passent leur temps à, excusez-moi, à combler ces trous-là, il faut dire que parfois, on remarque qu'après le passage, est-ce que de nuit vous venez voir ce qu'ils y font? Est-ce que ces personnes n'entretiennent même pas ces trous? Là, la question. Moi, j'ai lu Le Fils d'Agatha Moudio et j'ai vu dedans qu'il y avait des personnes comme ça dans un village qui, de nuit, ils dégradaient la route. Le lendemain, ils venaient en sauveteur. Et donc, il est temps que l'État puisse reprendre sa place, dégager ces jeunes pour qu'on sache si ce ne sont même pas eux qui dégradent la voie publique. Parce que là aussi, la question. Maintenant, s'ils savaient que ce ne sont pas eux qui dégradent la voie publique, que la voie se dégrade d'elle-même et qu'ils sont des sauveteurs, qu'ils sont le bon samaritain qui vient porter secours à l'État, qui réclament de l'argent, je me demande sous quel poste budgétaire cet argent doit être mis lorsque vous le payez. Si vous savez que c'est une entreprise qui envoie ses agents en mission, que vous payez cet argent, est-ce que les frais de mission ou bien c'est parti? Je ne sais pas. Donc finalement, vous constatez que... Ça arrête pratiquement les voitures. Hein, mais bien sûr, ce n'est pas normal. Il faut le dire tout net, ce n'est pas normal. Et l'État devait pouvoir mettre fin à ça, mais à condition aussi que de reprendre sa place là où ces trous sont pour les combler dans le meilleur délai pour éviter que les dommages surviennent. On va en signaler un d'ailleurs à la 8e tranche. À la montée. Voilà, je ne sais pas comment le dire sans faire de publicité. En tout cas, à la 8e tranche, c'est énorme, c'est énorme l'état de dégradation de la route. Et il y a ces jeunes gens-là qui sont là tous les jours. Là, si on y va, on va les trouver. Qui sont là, Mais le problème, ce que je trouve bizarre, c'est que tous les jours, ils mettent des cailloux, des choses, des briques. Ils mettent tous les jours. Et ils sont là tous les jours. Et le trou n'est jamais rempli. Jamais. Donc je me demande, justement, est-ce que la nuit, ils ne viennent pas les enlever pour pouvoir maintenir ce trou? Et l'État doit prendre ses responsabilités. Dans tous les cas, quel que soit ce que ces jeunes font, ces jeunes n'ont rien à y faire. C'est l'État qui devait pouvoir venir combler ce trou. C'est l'État qui devait construire aussi des routes qui tiennent, qui ne flanchent pas à la première saison de pluie. Très bien. Et là, me vient une question qu'on me pose à tout moment. Le juriste, vous qui êtes le juriste, qu'est-ce que vous dites? Mais je ne suis pas ingénieur. Vous dites oui, mais la question juridique, le juriste, qu'est-ce que le juriste pense de ce que l'État devait prendre quoi comme précaution? Tout part de la signature même du contrat. Bon, à l'époque, l'État agissait directement sur le terrain. Et après, l'État a commencé à se désengager progressivement pour arriver à ce qu'on a appelé le partenariat public-privé, où il y a des concessions qui sont faites à des privés qui construisent. Et parmi ces concessions, il y a plusieurs types de contrats. On a le contrat BOT, bon, ça c'est des termes purement techniques, où on construit, on exploite et puis après on rend à l'État. Il y en a où c'est une concession directe, où on concède à l'État un service public, du moins à un privé un service public, ou bien on fait un contrat où un privé vient construire l'ouvrage au nom et pour le compte de l'État. Mais il faut partir du contrat. Quelles sont les normes qui sont imposées à ces entrepreneurs qui sont sur le terrain? Est-ce qu'à la fin, les normes ont été respectées? La qualité des matériaux. Si la qualité du matériel qui a été imposée, est-ce que le contrôle est fait? Si le contrôle n'est pas fait, dans ce moment, c'est l'État qui est responsable. Parce que l'État, en contrôlant, s'il se rend compte que ce qui a été fait au début n'est pas ce qui est fait à la fin, l'État a le droit de refuser de payer. L'État a le droit de redemander que le travail soit repris intégralement s'il le faut. Au nom de la sécurité des... Absolument, au nom de la sécurité parce des que, usagers. par exemple, notamment à la Palmeraie, quand il pleut, le bitume s'enlève par pan entier, par plaque entière. On se demande avec quelle qualité de matériel est-ce que tout cela est fait. Donc la responsabilité de l'État est pleine et entière. Mais malheureusement, c'est le réchauffement climatique. Bon, moi je ne peux pas poursuivre, on ne va jamais me payer, on va se débrouiller, ainsi de suite. Mais tant qu'on se débrouillera,
mais tout le monde va Quand on reste dans la culture de la débrouillardise, on n'avance pas. Justement. Il faut qu'on soit rigoureux. Il appartient à ces responsables, du moins aux victimes de ces dommages, de saisir les juridictions compétentes. Et les lois sont là pour... Les lois ont été prévues. Il y a un corpus juridique conséquent. Ça, il faut le dire. Excusez-moi, comprenez mon émotion. L'État n'a pas laissé un terrain vide. L'État a eu le temps de légiférer pour dire, pour tel aspect de notre organisation sociale, s'il y a des manquements, voilà la responsabilité. Alors, qui on peut voilà saisir concrètement? Qui on peut saisir? Un avocat. C'est un avocat. Et l'avocat, c'est lui le technicien du droit, c'est lui qui sait c'est son métier. Il sait dans cet imbroglio juridique, comme on le dit. Une fois, je tentais d'expliquer à des cousins la notion de responsabilité, juridiction de plainte, contentieux, juridiction. Ils me disent, mais maître, c'est vous qui êtes avocat, c'est vous qui pouvez saisir. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se fait? Quand la personne est victime d'un dommage causé par un ouvrage public, il y a des connaisseurs, du moins des diseurs de bonnes aventures qui se présentent. Oui, nous savons, nous connaissons tel. Si c'est tel aspect, c'est tel ministère. Ou bien si c'est tel aspect, c'est tel service public. Mais non, la loi ne dit pas pour tel aspect, faites ceci. La loi a des dispositions très claires que maîtrise seul un avocat en la matière. Bon, en dehors de ceux qui sont chargés de rendre la justice, mais ce n'est pas eux encore qu'il faut aller demander, à qui il faut aller demander de conseiller. Celui qui juge ne conseille pas. Donc seul l'avocat peut saisir le juge compétent en fonction de la répartition fonctionnelle qui pourra rendre une décision de condamnation vis-à-vis de l'État et l'exécution pourra se faire. Les gens me disent, mais l'État, c'est la toute-puissance. Est-ce qu'on pourra un jour obtenir une décision? Mais tous les jours, l'État est condamné par des juridictions en Côte d'Ivoire pour des personnes qui ont le courage de saisir les juridictions pour des dommages qui leur sont causés. Est-ce que les procédures sont longues? Elles sont relatives. Parce qu'en général, la longueur de la procédure ne dépend pas forcément du service public de la justice. Cela dépend aussi des pièces que la personne qui doit saisir la justice doit produire. Si vous demandez un élément à quelqu'un qui met 3 mois avant de vous l'apporter, 3 mois après vous avoir contacté, il dira ma procédure a pris du temps. Il y a la durée client, ce qu'on appelle la durée client chez nous. Le temps que le client met avant de vous réunir tous les éléments. Nous, on ne crée pas les éléments. C'est le client qui met les éléments à notre disposition en fonction du dommage qu'il a subi, en fonction de ce qu'il a vu. Mais les personnes, par exemple, leur voiture est endommagée. Ils prennent la voiture, ils vont la déposer chez le mécanicien du quartier, qui la dédommage plus qu'il ne faut. Et lorsqu'elle revient, qu'il endommage plutôt, excusez-moi du terme, qu'il endommage plus qu'il ne faut. Et lorsque la voiture revient, on expertise, on dit, mais ça là, c'est le mécanicien qui a fait ci. Ou bien la voiture est endommagée, il la répare. Et c'est au détour d'une discussion entre amis qui vous dit, mais la dernière fois, là, il y a tel trou qui a endommagé ma voiture. Oui, mais la voiture est où? Vous l'avez fait expertiser? Non, non, moi je l'ai réparé. Hein. Bon, vous savez, dans ce pays-là, on ne sait pas où les choses peuvent aller. Mais on dit, mais vous pouviez poursuivre. Ou bien effondrement d'un ouvrage public, d'un pont, ou bien effondrement d'un pont qui emporte quelqu'un. Bon, c'est arrivé vers l'école de police une année, il y avait une pluie, une petite fille qu'on envoie faire des courses, elle monte sur le pont, et je crois, qu'est-ce qui a pu se passer? Le pont s'est effondré. Et vous voyez? Et là encore, pourquoi l'État devait intervenir? Ce pont est un pont privé, fait par des usagers parce qu'ils ne peuvent pas traverser. Ils prennent des branchages qu'ils déposent. Mais c'est un pont de fortune, en fait. L'administration devrait pouvoir détruire ces ponts de fortune. Parce que lorsque le dommage intervient, c'est l'État qu'on accuse toujours. Donc si l'État prend ses responsabilités pour mettre fin à ce qui est illégal, pour mettre fin à ce qui n'est pas dans les normes, ça devrait pouvoir aller. Ou même les constructions anarchiques. Quelqu'un construit et empêche l'eau de continuer son chemin. Il y a un débordement, les maisons, qu'on appelle les maisons voisines sont inondées. On dit, mais c'est un tel qui a construit, mais qui a donné le permis de construire? C'est l'État. Là encore, c'est l'État. Donc la responsabilité administrative du fait des ouvrages publics, si l'ouvrage public est mal fait, si l'ouvrage public est défectueux, ou bien si l'ouvrage public a été fait, le fonctionnement de l'ouvrage public a été rendu impossible du fait des usagers, il faut pouvoir mettre fin à ces pratiques-là qui ne peuvent pas. Ou bien ceux qui construisent sur le caniveau. On dit non, mais il n'y a pas de caniveau. Mais il devrait y avoir des caniveaux. Si des personnes ont construit sur le caniveau, l'État doit prendre le courage pour dégager ces caniveaux. Absolument. Parce que si demain il y a une inondation, on dira que c'est le manque de caniveaux qui a provoqué l'inondation. L'État dira c'est parce que vous avez construit sur le caniveau que l'eau ne peut pas passer. On leur répondra, mais vous devriez dégager les caniveaux parce que c'est de votre responsabilité.
Vous ne devez pas laisser prospérer l'illégalité pendant un certain temps, de sorte à empêcher que demain, il y ait des dommages, des drames. Donc aujourd'hui, l'État, quoi qu'on dise, est encore responsabilisé et doit être mis devant une tautologie, ses responsabilités. Absolument. Hashtag Matin Bonheur, n'oubliez pas que vous pouvez réagir à tout moment et poser des questions à notre spécialiste. Alors, moi, la question que j'aimerais poser, est-ce que parfois, il n'y a pas des manœuvres tentant à décourager les personnes qui pourraient éventuellement se plaindre? Je suis propriétaire d'un véhicule qui a eu un souci avec la route, mais dans la procédure, est-ce qu'on peut pas, il n'y a pas des manœuvres retardées, par exemple, la procédure pour décourager le plaignant? Des manœuvres, c'est-à-dire de la part de qui? Peut-être de la part des conseillers occultes, parce que c'est les manœuvres en général qu'on voit. Des conseillers, vous donnez un conseil à quelqu'un. Le lendemain, vous appelle pour dire, j'ai appris qu'on m'a dit qu'on pouvait faire ceci, maître. Mais ces conseillers occultes, en général, c'est eux qui découragent. Sinon, c'est quand vous dites les manœuvres. Ou bien vous voulez dire que l'État empêche. Mais l'État empêche comment? Lorsque vous saisissez une juridiction, l'État envoie quelqu'un pour le défendre. Ce n'est pas celui-là qui va venir empêcher. Et lorsque l'État reconnaît sa responsabilité, l'État paye. Et aujourd'hui, je suis mieux placé pour le dire, lorsque l'État reconnaît, lorsqu'une décision est rendue, que l'État reconnaît sa responsabilité. Par contre, c'est là où ça devient difficile, c'est l'exécution de ces décisions. Comme l'État a l'immunité d'exécution, très souvent pour se faire payer, ça pose des difficultés, parce qu'on ne peut pas saisir les biens de l'État. C'est là la seule difficulté. Sinon, les décisions, il y en a. Ça sert à quoi alors de prendre des décisions qui ne sont pas appliquées? Non, elles sont appliquées. Mais si ce n'est pas suivi d'effets, notamment de dédommagement? Non, je ne parle que ce n'est pas suivi d'effets. Mais c'est l'exécution qui peut prendre du temps, c'est tout. Okay. Sinon, l'exécution, elle n'est pas impossible. Maître, pour synthétiser tout ça, devant la recrudescence des dommages causés par les ouvrages publics, alors quels sont les conseils pratiques du juriste? Bon, les conseils, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour synthétiser, l'État doit prendre, depuis la conception de l'ouvrage jusqu'à sa livraison, l'État doit veiller à ce que les normes qui sont imposées soient respectées intégralement. Maintenant, s'il savait que ces normes ne sont pas imposées, respectées, l'État doit avoir le courage de mettre fin à ces contrats-là. L'État doit avoir le courage de poursuivre même ces entrepreneurs qui ne sont pas dignes de travailler pour lui. Et s'il savait que l'ouvrage déjà livré présente des malfaçons, il faut rechercher à situer les responsabilités. S'il savait que c'était un ouvrage qui était bon à l'origine, qui avec l'usure du temps commence à connaître des dégradations avancées, il faut que l'État puisse rapidement prendre ses responsabilités pour pouvoir combler ces dégradations-là. Sinon, les dommages peuvent intervenir, des drames vont intervenir. C'est vrai, l'État dédommagera un jour, mais si l'irréparable est produit, qui dédommagera l'irréparable? Personne. Donc, il appartient à l'État, il lui va même de la crédibilité de cet État-là, qui est chargé, comme c'est son rôle d'ailleurs, de rendre la vie belle aux citoyens. Merci beaucoup. Merci, maître. On a été très heureux d'être en votre compagnie. C'est sur ces conseils avisés de maître Koné Kiyobien. Donc, que nous allons vous dire au revoir et vous souhaiter une très très bonne journée au nom de toute l'équipe de la matinale avec à sa tête la rédactrice en chef Kadi Fadiga et la réalisatrice Christelle Akoussa. Merci, très très bonne journée. On se retrouve demain. N'oubliez pas le hashtag Matin Bonheur. Voilà pour l'interconnexion. Allez, Eva, bonne journée. À demain. À demain. Merci.